Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix qui font parler la France, l'émission que vous retrouvez tous les soirs désormais depuis le 5 janvier de 19h à 20h. Où j'ai le plaisir d'être en compagnie de François-Louis Bourneau. Bonsoir François-Louis. Le plaisir, pesez vos mots, la joie Philippe. Moi je suis très content de vous retrouver ce soir et je suis très content qu'on puisse encore et encore donner la parole à nos auditeurs qui sont déjà très nombreux à réagir au 0826 300 300. Oui, hier on a parlé du harcèlement scolaire. Vous avez été extrêmement nombreux à nous appeler. On n'a pas pu donner la parole à tout le monde malheureusement. Vous avez appelé également, envoyé des messages. On reparlera de harcèlement scolaire. Et ce soir, il y a un sujet qui vous touche de rechef puisqu'il est en discussion depuis aujourd'hui au Sénat, c'est la loi sur la fin de vie, c'est-à-dire euthanasie, suicide assisté. Et vous êtes déjà nombreux à réagir, vous nous avez demandé d'en parler. Alors je vous le dis, on n'a aucun tabou, on peut parler absolument de tous les sujets dans Les Vraies Voix font parler la France. On va donc en parler, mais si vous avez d'autres sujets également que vous voulez évoquer, vous êtes agriculteur par exemple, et vous êtes satisfait ou pas du recul suite au vote du Parlement européen, du recul d'entrée en vigueur du Mercosur, et bien sûr, vous faites le 0826 300 300 et vous prenez l'antenne. On vous la donne en tout cas avec Philippe David jusqu'à 20h. Et puis tiens, si vous avez entendu dans Les Vraies Voix les statistiques des bouchons en France, vous nous écoutez depuis votre voiture, vous en avez marre des bouchons, vous dites non, moi ça va de mieux en mieux, le même numéro, et c'est Aude qui vous prendra au 0826 300 300. Et tout de suite on commence donc avec ce premier sujet sur la fin de vie. Vous êtes très très nombreux à réagir au 0826 300 300. On commence avec Flavie. Bonsoir Flavie. Bonsoir Flavie. Bonsoir. Merci d'être avec nous et surtout bienvenue, on vous écoute. Oui, on vous écoute Flavie. Alors, voilà, il y a bientôt 30 ans, là, le 24 février, ma maman était à la fin de sa vie à cause d'un cancer et les médecins savaient qu'elle ne serait pas la nuit. Oui. Et parce qu'elle n'arrivait plus à respirer et... Pardon. Allez-y, prenez tout votre temps, Flavie. On a tout notre temps pour parler. Le micro vous est ouvert. Reprenez votre souffle. Il n'y a aucun problème. On vous écoute. Et donc, le médecin est venu nous voir et nous a dit, vous savez, là, le cœur va lâcher. Et donc, il nous regarde et il nous dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et avec mon frère, on s'est regardé et on a dit, on arrête, stop. Et donc, il est allé voir les médecins et enfin son confrère et les infirmières qui étaient là. Et ils ont pris la décision d'arrêter. Ils ont fait tout d'abord une sédation profonde. Et puis ensuite, ils ont administré le cocktail. Mais on était soulagés, nous, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas aller plus loin. C'était une question d'heure. Et on n'en a plus jamais reparlé, mais ce que je sais, c'est que j'avais en face de moi un être humain, quelqu'un qui comprenait qu'on ne peut pas garder la vie à tout prix, même en étant médecin. Flavie, on sent... Et ça, pour moi, c'est du courage. Je conçois, je suis totalement d'accord avec vous, je le conçois tout à fait. C'était il y a 30 ans, vous l'avez dit, le 24 février, oui. Donc dans un tout petit peu plus d'un mois. Oui. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la loi Leonetti, si je ne m'abuse? Je ne suis pas certain. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Il était condamnable. Il était condamnable. Et vous qui aviez donné votre accord, peut-être aussi étiez-vous condamnable à l'époque. Et manifestement, 30 ans plus tard, vous n'avez aucun regret? Non, aucun. Elle a arraché toutes ses fusions. Oui. Elle ne voulait plus. Oui. Donc, vous voulez aller contre ça? Non. Non. Non, et je ne me sens pas en droit de juger qui que ce soit qui prendra une telle décision. Je voudrais vous poser une question. Comme c'est un débat qui touche à l'intime, je vous pose la question. Si vous ne voulez pas répondre, évidemment, vous ne répondez pas. Et est-ce que, avec votre maman à l'époque, vous aviez évoqué, que ce soit dans une discussion de tous les jours, ou lors d'un repas en famille, ou en voyant, ou en écoutant la radio, ou en regardant la télévision,
Le sujet de la Oui, fin de bien vie, de sûr, l'euthanasie, bien sûr. du suicide assisté. Qu'est-ce qui... Oui. Ça n'a jamais été un tabou. La mort fait partie de la vie. Absolument. Je vois pas pourquoi on fait un drame avec ça. C'est normal. On est, on vit, on meurt. On fait partie. Tout ce qui est sur cette terre meurt. On fait partie de notre planète. Et je vois pas où est le problème. Et ils ont vécu, ils sont morts. Bon, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la loi Leonetti, alors on la connaît pas par cœur, va assez loin? Ou est-ce que vous êtes partisane, par exemple, qu'on vote une loi, alors c'est à l'étude évidemment, sur l'euthanasie, dans quelles conditions, le suicide assisté? Il faut que ce soit très, très, très cadré. Ça, évidemment. Pour éviter que, par exemple, pour avoir un héritage un peu plus tôt... Nous avons eu une circonstance qui était extrême et il n'y a pas... il y a certainement des gens qui vivent ça aussi. Mais en ce qui concerne le reste, c'est vrai qu'on a toujours le droit de changer d'avis et il faut être prudent. Flavie, oui, restez avec nous parce que ça réagit déjà beaucoup au 0826 300 300. On a Ludovic qui est avec nous, Ludovic Dobna. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Très bien, ça va, merci, ça va. Merci de nous rejoindre pour parler de ce sujet avec nous, avec nos auditeurs. Vous vous dites opposé justement au suicide médical assisté. Pour vous, il faut privilégier la vie, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est mon point de vue. C'est un témoignage extrêmement poignant que Flavie vient de nous donner. Et qui est très courageux d'ailleurs. C'est très courageux d'en parler à l'antenne. Mais moi, je trouve, oui, tout à fait. Ça demande une grande force et on voit que 30 ans après, c'est encore à vif. Je crois que, en fait, vous savez, moi mon principe, c'est que déjà la vie est précieuse. On a pu abolir la peine de mort et pour moi, c'est quelque chose qui a grandi la France. Et je crois que même pour les pires atrocités, on privilégie la vie. Et pour nos anciens ou même les gens qui souffrent, je pense qu'on a encore de la recherche à faire. Je crois vraiment en la science, en l'évolution. Je pense que, bien sûr, que je conçois tout à fait qu'on puisse à un moment ou à un autre mettre fin de sa vie. Je crois que ça doit être une rare exception. Et en tant que tel, en fait, je suis pas opposé au fait qu'on puisse décider de sa fin. Moi, personnellement, pour vous donner une situation de vie, j'avais une dame que je considérais comme une maman dont j'étais très proche. Et un jour, en fait, a disparu et on l'a retrouvée suicidée quelques jours plus tard, malheureusement. Et ça a été l'inconnu de savoir pourquoi les conditions de son suicide. Et pour nous, parce qu'on est proche d'elle, on s'est imaginé, comme son père était décédé d'une maladie qui avait beaucoup souffert, elle nous avait toujours dit, si un jour j'ai quelque chose comme ça, je ferai en sorte de ne pas souffrir. Je crois que voilà, c'est cette décision-là, c'est du suicide. De toute façon, je déteste la loi telle qu'elle a été formulée en première lecture. Pour moi, elle laisse trop de cadres d'ouverture. Quand j'entends des médecins, quand ils veulent changer les choses, ils peuvent être un médecin peut trouver une solution ou essayer de discuter parce qu'il y a des problèmes psychologiques. Et malheureusement, c'est inclus aussi dans cette loi-là, en tout cas dans le cadre de la première lecture. Et en fait, je crois vraiment qu'on peut privilégier la vie. C'est aussi la science qui peut permettre à nos anciens de ne pas souffrir. Pour moi, la situation, c'est la souffrance. Ça doit être aboli. Ça, c'est pour ça qu'il faut privilégier les soins palliatifs. On a une loi qui existe, malheureusement, trop de départements. Je crois qu'on a une dizaine de départements qui ne sont même pas encore équipés de soins palliatifs. Et vous savez, je crois qu'il y a plus de 10 départements qui n'ont pas de soins palliatifs, nettement plus. Hein. Ah oui, bon, excusez-moi, alors j'avais une fausse information. Je crois, je vais vérifier, mais... Oui, allez-y Flavie, allez-y, échangez avec Ludovic. Oui, à ce propos, je profite de l'antenne. Nous avons à Apt, ils nous ont supprimé la maternité et ils nous ont supprimé le service de chirurgie. On s'est battu
et on n'a pas réussi. Et on a encore moins un service. Enfin, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Malheureusement, c'est compliqué. Ah bah ça, après, vous savez, alors là, ça n'a rien à voir avec le débat, mais c'est les contraintes budgétaires, etc. Pour en maintien un hôpital, une maternité, tel service, on le ferme, on le transfère ailleurs, etc. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, Philippe. Oui, mais nous, Et on le est problème, c'est que ça enclavés. n'arrivera pas demain aux gens On est dans une région enclavée et c'est compliqué. Oui, vous disiez, Ludovic? Vous avez tout dit, Philippe. Est-ce que demain, ça n'arrivera pas et des gens, on dira, c'est plus facile de mourir que de... Vous voyez, il y a tous ces dérives-là qui sont trop risquées. Pour moi, le fait d'une euthanasie, ça doit être une décision qui doit être collégiale déjà médicalement, avec des psychologues et pas dans les conditions que ça a été établi. Donc ça doit être très, très, très encadré. Et je pense que la déontologie doit primer. Et respectons la vie avant toute chose et commençons déjà par soigner en faisant en sorte que nos vivants n'aient pas de contraintes budgétaires. Vous savez que on a toute une génération d'anciens qui vont arriver sous peu. Oui. Les papy-boomers. Les baby-boomers, oui, comme on dit, oui. Mais oui, donc ça va être dur aussi. On a déjà une saturation de nos services médicaux classiques. Imaginez ce que ça va être pour le... Donc c'est une catastrophe qui s'annonce. Et la solution, peut-être pour certains, c'est de dire c'est plus facile de mourir. Et je pense pas personnellement. Moi personnellement, j'ai aussi connu ma grand-mère qui avait 70 ans et qui en avait des fois un petit peu fatigué et qui dit moi je cherche plus à rien, je préfère mourir. Et puis quelques semaines après, elle souriait. Donc la vie, la science évolue. Donc c'est vrai que quand on est à sa dernière étape finale comme la maman de Flavie, j'entends tout à fait que la maman, là, c'est le moment de le faire. Mais vous savez, les médecins sont des gens qui savent des fois faire des petites maladresses. Ça arrive de mettre un petit peu trop de produits, la personne s'endort paisiblement, le corps lâche. Oui. On va Ludovic et Flavie, vous restez avec nous. Hein. On va continuer justement de parler de ce sujet avec vous, bien sûr, et aussi avec tous les auditeurs. Vous, peut-être, vous êtes intéressé de prendre la parole sur ce sujet. Peut-être que vous craignez de souffrir à la fin de votre vie. Vous avez un point de vue quelconque sur justement la fin de vie. Dites-le nous au 0826 300 300 et sur nos réseaux sociaux si vous voulez nous écrire avec le hashtag Les Vraies Voix. Et si vous voulez témoigner, on le dit évidemment, on peut changer votre prénom à l'antenne si vous voulez vraiment garder un anonymat un peu plus grand, quoi. Tout est ouvert, ce micro vous est ouvert pour ce débat qui nous concerne toutes et tous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix font parler la France avec bien sûr François-Louis Bourneau sur ce sujet lourd dont vous avez voulu parler puisque je le rappelle, le Sénat est en train d'étudier la loi sur la fin de vie, une loi sur la fin de vie dont on parle depuis très longtemps et vous êtes très très nombreux à réagir au standard, François-Louis. C'est absolument Philippe, c'est un sujet qui vous fait réagir et peut-être que vous êtes très bavard à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant la fin de vie. D'ailleurs, on discutait avec Ludovic et Flavie tout à l'heure, mais on va prendre Corinne de Pau qui est avec nous. Bonsoir Corinne. Et Flavie et Ludovic, restez avec nous parce qu'on va vous laisser échanger bien sûr entre vous. Hein. Prenez la parole 0826 300 300. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Oui, bonsoir à tous. Merci de prendre la parole, merci pour votre courage. Merci à vous pour ce sujet. On n'en parle pas assez, justement. C'est pour ça que vous nous avez voulu en parler et nous, on vous donne la parole. C'est pour ça. Merci. Donc, une question toute simple. Pourquoi la mort effraie ? Pourquoi faut-il la contourner ? Et pourquoi c'est un sujet tabou ? Je veux dire, j'ai accompagné mon mari jusqu'à la fin. Donc, on lui a annoncé un cancer incurable. Il avait 38 ans seulement. On lui a dit... Vous en avez pour 6 mois minimum, 2 ans maximum. Donc, en fait, on espérait un miracle, évidemment. Bien sûr. Mais avec ce diagnostic, moi, je me suis rendu compte que pendant la maladie, personne parlait de la mort, en fait. Personne n'était dans l'accompagnement de cette ultime... mort là qu'on peut pas déprogrammer en fait, éviter. Donc moi je me suis sentie très très seule à la fin de sa maladie. Je vais vous parler que de la fin parce que il a été d'un courage extraordinaire. Il a beaucoup souffert. Donc qu'est-ce qu'il avait comme médicament ? Ibuprofène. Voilà c'est-à-dire, pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est un anti-inflammatoire. C'est-à-dire que c'est plus puissant que du paracétamol, quoi. Mais c'est même pas un opiacé type la morphine, par exemple. Voilà. Donc il a énormément souffert et puis il y a aussi la dégradation du corps aussi qui était insupportable. Donc il était méconnaissable à la fin. Oui. Et
Et alors, ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est que comme on ne parle pas de la mort, on ne parle pas de l'accompagnement. Et nous, on avait décidé de prendre l'HAD. Hospitalisation à domicile. Voilà, c'est ça, pour être le plus possible à la maison avec notre petite fille de 2 ans. Oui. Et en fait, personne parlait de la mort en fait. Et mon mari, quand il a été hospitalisé avant de mourir, il souhaitait rentrer à la maison et le service n'a pas autorisé son retour à la maison. Et du coup, il est décédé à l'hôpital alors qu'en fait, son souhait, c'était de rentrer à la maison et de mourir dans mes bras et d'être à la maison avec notre petite fille. Et ça, c'est même pas respecté, en fait. Corinne, je vais vous poser une question. Je le dis pour toutes et tous qui nous appelaient ce soir. Si une question ne vous convient pas, évidemment, vous dites je préfère ne pas répondre. Il n'y avait pas d'unité de soins palliatifs. On peut dire de quelle ville vous nous appelez ou pas ? Oui. Vous êtes de Pau. Il n'y avait pas d'unité de soins palliatifs à Pau ou même un peu plus loin, à 50 km à Tarbes ? En fait, nous, on était restés dans le service gastro. Hein. Oui. On était restés dans le service gastro parce que comme on avait la l'HAD à domicile, en fait, mon mari, il avait de l'acide dans le ventre. Donc, tous les 3 jours... Alors l'acide, je l'explique, on a le ventre qui gonfle parce qu'on a un liquide qui s'appelle l'acide qu'il faut aller pomper régulièrement. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Donc il fallait lui retirer cet acide tous les 3 jours. Donc en fait, on arrivait à l'hôpital, on lui mettait une aiguille énorme dans le ventre pour lui retirer ce liquide. Et après, une fois que c'était terminé, on pouvait rentrer à la maison. Donc je l'accompagnais pour faire cet acte. Et là, en fait, ils nous ont retenus à l'hôpital en nous disant qu'il fallait attendre la prochaine ponction, que ça servait à rien de rentrer à la maison parce que voilà. Et en fait, il n'a jamais eu cette dernière ponction. Et du coup, ils nous ont empêchés involontairement de rentrer à la maison parce qu'ils n'avaient pas conscience de notre souhait. Et moi, après, je l'ai dit à la chef de service, je lui ai expliqué ce que pour nous, pour moi, c'était pas possible de pas respecter son dernier choix parce que mon mari, c'était quelqu'un qui était très très courageux, qui s'est jamais plaint de son sort et j'ai pas pu exaucer sa dernière volonté. Et pour moi, ça a été terrible en fait de pas avoir pu le ramener à la maison, en fait, si vous voulez. Non. Après, il faut savoir que une fois que mon mari est décédé à l'hôpital, j'ai appelé les pompes funèbres qui ont ramené mon mari à la maison et j'ai pu veiller son corps plusieurs jours à la maison en attendant les obsèques. Ça, on a le droit de le faire. Et heureusement, il n'y a pas de loi qui nous interdit de faire ça. Donc, je le dis à l'antenne pour que les gens qui sont comme moi, je ne le savais pas, on me l'a dit, je l'ai appris vraiment tout à fait par hasard. Et heureusement qu'on me l'a dit à ce moment-là. Donc ça, c'est encore autorisé. Et pour moi, c'est très important de faire des obsèques, de rendre hommage à la personne qui décède et de prendre tout son temps pour le faire, en fait. Bien c'est sûr. très important. Corinne, on va faire réagir Ludovic qui est avec nous et puis Flavie qui sont au standard avec nous. On a un petit peu de temps avant la pub. Je vous laisse réagir. Qui veut réagir, Ludovic, Flavie, pour parler à Corinne, avec Corinne, pour réagir à ses propos? À son témoignage. Écoutez, moi je trouve que c'est une histoire terrible. Hein. De toute façon, malheureusement, la fin de vie est toujours quelque chose d'horrible. Hein. Absolument. J'ai été pompier volontaire. J'ai vu des choses. Voilà, la fin de vie n'est malheureusement jamais joyeuse et c'est rares sont les chanceux à s'endormir et s'éteindre dans leur sommeil. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué et je crois que c'est terrible pour une famille de ne pas pouvoir exaucer la dernière volonté d'un de ses proches. Mais après, à mes yeux, en fait, comme a dit madame à juste titre, la mort, faut qu'on se pose, il n'y a pas de tabou, c'est dommage d'avoir des tabous de ça parce que la mort c'est la fin de la vie. La vie c'est plein de belles choses aussi, c'est tout ce qu'on a vécu, c'est aussi pour ça qu'on est attristé des gens qui meurent parce que c'est des gens qu'on a aimés. Hein. Je pense pas qu'on avait fait beaucoup tous la tronche quand Hitler est mort. Donc c'est extrêmement dur et en fait je crois que chacun a 2 questions à se poser personnellement, c'est comment je vais agir par rapport à la perte d'un proche
et comment j'agirai quand le jour on me dira que je suis condamné. Et après, à voir chacun, c'est une approche philosophique et psychologique. Restez avec nous, en tout cas, vous auditeurs qui prenez la parole sur Sud Radio avec Philippe David jusqu'à 20h, pardon. On aura Marion juste après, qui est présidente de l'association des soins palliatifs du Tarn-et-Garonne, pour parler de ce Sophie sujet. également, Et qui Sophie, nous appelle de Béziers. pour parler de ce sujet qui est la fin de vie, qui vous fait énormément réagir sur nos réseaux et puis surtout au 0826 300 300. On vous laisse la parole jusqu'à 20h avec Philippe. À tout de suite. À tout moment de la journée, prenez la parole sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Les vraies voix font parler la France avec François-Louis Bourneau. On parle de ce sujet lourd qui est étudié en ce moment même au Parlement, la loi sur la fin de vie. Et ça réagit énormément au 0826 300 300. Je rappelle que ce micro vous est ouvert, que vous pouvez absolument tout dire, que si vous voulez changer votre prénom, il n'y a absolument aucun problème et que vous êtes vraiment les bienvenus pour témoigner au micro. Des vraies voix font parler la France de Sud Radio, François-Louis. Absolument, et on va continuer à prendre vos témoignages, bien sûr, comme l'a dit Philippe. On reprend les témoignages avec Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir Marion. Vous êtes présidente, si je ne me trompe pas, du centre de soins palliatifs du Tarn-et-Garonne, pardon. De l'association, oui. De l'association, présidente de l'association. Oui. Absolument, dites-nous tout. Donc je réagis parce que je trouve que les témoignages sont toujours touchants. Nous, on les entend au quotidien. Bouleversant même. Et bouleversant, mais je tiens à dire qu'il y a un monsieur Ludovic, qui a dit que la fin de vie est toujours horrible, jamais joyeuse. Je crois que quand même, on peut se dire qu'en 2026, la fin de vie aussi peut être paisible, intense. Il y a des belles choses qui peuvent se vivre encore. Et c'est bien pour ça aussi qu'on plaidoie pour les soins palliatifs et pour dire que quand il y a plus de souffrance, et on est capable aujourd'hui quand même de résoudre beaucoup de souffrance, il y a des très belles choses qui peuvent être vécues. Alors c'est un message très positif que vous nous livrez là, Marion. Et vous me permettez, Marion, avant de prendre Sophie avec vous, moi j'ai rencontré, j'avais une personne que je connaissais un peu qui était médecin en soins palliatifs et qui m'avait dit, je n'en étais pas revenu, c'était il y a une trentaine d'années, qu'elle ne changerait pas de spécialité tant c'était fort la relation avec les patients. Et moi, je lui avais dit, je ne sais pas comment tu fais pour faire ce travail. Et je dois dire toute l'admiration, je pense, que nous avons tous pour ces personnels soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, etc., qui travaillent dans tous les secteurs, mais alors là particulièrement, parce que pour les soins palliatifs, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Et vous aussi, vous avez beaucoup de courage à nous livrer tous ces très précieux témoignages. Et si vous permettez, Marion, on va faire réagir Sophie, qui est à l'antenne, qui attend. Alors, bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Sud Radio. Merci à vous. On vous écoute, vous voulez témoigner. Oui, alors écoutez, moi il y a exactement 16 ans jour pour jour, le 21 janvier 2010, j'ai accompagné mon papa en fin de vie. Excusez-moi, ça a un peu d'émotion. Vous prenez tout votre temps, il n'y a aucun problème. Ouais, alors je voudrais aussi laisser la parole à d'autres, mais moi mon témoignage c'est de dire que entre la fin de vie et la phase terminale, je crois que les médecins savent vous guider et connaissent les paramètres qui font que on sait que ça va être une phase terminale. Et elle peut durer 2, 3 jours, 4 jours, alors qu'une fin de vie ça peut être beaucoup plus long. Et dans la phase terminale, une fois que les paramètres, notamment l'insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire, insuffisance rénale ne fonctionnent plus, il y a vraiment, c'est le moment, c'est le corps qui en veut plus. Alors que des fois en fin de vie, il y a des gens qui luttent. Et là, moi dans mon cas, j'ai pu accompagner mon papa, c'était au petit hôpital de Mazamet qui est malheureusement fermé. J'ai eu une équipe de personnes autour de moi parce que mon papa a été hospitalisé les 12 derniers jours de sa vie, une équipe formidable. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir mettre un lit à côté de lui et je ne l'ai jamais quitté. Je lui ai tenu la main jusqu'au bout. On a même pu attendre que mon frère arrive parce qu'il était sur Paris et il est mort en nous tenant la main, quoi. Et ça, je remercierai jamais assez ces personnes qui ont été là, qui nous ont accompagnés parce que c'est un moment très éprouvant. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire le deuil. Et de voir souffrir quelqu'un, bien qu'il avait une sédation. Et le médecin, quelques jours avant,
3-4 jours avant, il avait une leucémie depuis 15 ans. D'accord, et sa leucémie a pris une formule virulente associée à une bronchopneumopathie. Oui. Et on savait que voilà, il m'a dit c'est très grave. Il m'a expliqué, il m'a dit et à ces mots, je lui ai dit, mon papa avait dit pas d'acharnement thérapeutique. Il m'a dit ok. Donc il a fallu déjà arrêter tout le traitement qu'il avait en place pour sa leucémie. D'accord. On a gardé que les traitements qui étaient pour enlever la douleur. Et la sédation, tout ça a été vraiment très contrôlé. Alors que la veille au soir, il avait fait un globe vésical qui est d'une... Enfin, les médecins m'ont dit... Ça consiste en quoi, en globe vésical, désolé? C'est-à-dire que les reins se bloquent, la vessie se remplit, et là, quand le patient n'a plus les moyens de faire sortir sa souffrance, mon papa, pourtant il était ce qu'ils appellent dans un semi-coma, avait encore une espèce de petite contraction au bout des doigts. Mais moi, je l'ai vu parce que j'étais là, mais... Il faut aussi laisser les familles, celles qui le souhaitent, parce que c'est dur, mais aux côtés de ces gens qui sont en train de partir. Ne nous fermez pas les portes. Et heureusement que ça m'est pas arrivé pendant la période de Covid, parce que je vous assure, je défonçais la porte de l'hôpital pour pouvoir assister mon père. Il m'a assisté toute ma vie et la seule chose que je pouvais faire pour lui, c'est être là jusqu'au bout. Voilà. Je vais vous avouer que j'ai un de mes amis qui a perdu son père pendant la période Covid, et c'était pas du Covid, il a même pas pu aller le voir dans son cercueil. Les obsèques avaient lieu à 10 personnes, et je trouve ça mais tellement ignoble et en plus il y avait soupçon de Covid, mais ce n'était pas un Covid. Je trouve ça, ne pas dire adieu à ses proches. Je trouve que c'est, à mon avis, une rupture de civilisation. Mais vraiment une rupture de civilisation, j'ai pas d'autre mot là-dessus. Restez avec nous, Sophie. On va faire réagir Marion. Sophie, une dernière question, Sophie, avant de donner la parole à Marion. À l'hôpital de Mazamet, on peut supposer que votre père n'était pas en unité de soins palliatifs. Non, mais il était rentré en oncologie. Enfin, c'était, vous savez, il y avait pas de, mais il y a eu une veilleuse de nuit, un personnel, mais vraiment, d'une attention. Je leur ai fait une lettre de remerciement et vraiment, c'est énorme, quoi. Je reprends Corinne tout à l'heure qui a parlé où elle a pas pu assister, mais on a besoin de ça quand on aime les gens. On est là jusqu'au bout, et ça peut être traumatisant pour le restant de notre vie d'avoir manqué à ce moment où on va se séparer. Bien sûr. Restez avec nous, Sophie. Marion, qu'est-ce que vous voulez répondre à Sophie dans ce très beau et très courageux témoignage? Je trouve que c'est vrai. Enfin, en effet, c'est un peu le lieu de tous les possibles, les soins palliatifs. Et ce que je voudrais peut-être corriger par rapport à cette question des territoires où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'unité qu'il n'y a pas des soins palliatifs. Il y a beaucoup d'équipes mobiles qui existent. Il y a de l'hospitalisation à domicile avec des soignants qui sont formés. Il y a des soins palliatifs dans les EHPAD. Donc on peut, nous on fait partie des départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs, et pourtant on est beaucoup à se mobiliser pour donner accès partout aux soins palliatifs. Alors on espère bien sûr que la loi nous aide et développe, et on va créer une unité cette année et tout ça, mais partout il y en a, et tout le monde peut s'engager aussi. Moi j'accueille toutes les semaines des nouveaux bénévoles qui toquent et qui veulent s'engager pour accompagner. C'est à la portée de tous. Il faut juste être humain et se former. On a une formation qui est exigeante, un accompagnement régulier des bénévoles, mais en tout cas tout le monde peut prendre sa part pour accompagner jusqu'au bout. Et c'est vraiment l'enjeu de ce débat, c'est de dire est-ce qu'on veut abandonner ou est-ce qu'on veut accompagner jusqu'au bout, mais en société. C'est pas que la responsabilité des soignants, et cette responsabilité, ils veulent la garder aussi, de pouvoir accompagner jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce que la société d'accompagnement et de soins palliatifs dénonce, c'est de dire dans ce contexte tendu pour les soignants, on veut leur demander de faire de l'acte de donner la mort un acte de soin, alors que c'est le fait d'abandonner pour eux, c'est quand même de baisser les bras et de se dire qu'on ne pourra pas soigner, c'est très violent. Et je crois que les soignants n'ont pas besoin de ça en ce moment, ils ont plutôt besoin qu'on les laisse prendre le temps d'accompagner. Marion. Et les unités de soins palliatifs sont pleines de soignants heureux d'y travailler, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'ils ont le temps de prendre soin. Vous êtes pleine de positivité, Marion. Ça fait très plaisir d'entendre votre témoignage. On sent que vous avez l'habitude de rassurer et surtout de donner des messages pleins de positivité, parce qu'il faut quand même rester dans le positif quand on est dans des périodes
parfois très très compliquées. On va redonner la parole à Corinne de Pau, avec qui on était en train d'échanger tout à l'heure. Corinne, qu'est-ce que vous voulez répondre au témoignage de Sophie et de Marion? Sophie qui, comme vous, votre mari, n'ont pas pu aller en soins palliatifs alors qu'on a une responsable de soins palliatifs qui nous a appelés. D'ailleurs, tous les on attend encore vos témoignages au 0826 300 300. Absolument, allez-y Corinne. Mais moi, en fait, je voulais revenir sur la douleur, comment la douleur est traitée. Oui. Mais moi, par exemple, si j'avais dû vivre ce que mon mari a vécu, de suite, je fais un papier et je demande l'euthanasie. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est pas légal en France, c'est légal au Luxembourg, au Portugal, en Belgique. Moi, je suis très en colère que cette loi n'arrive pas à passer. Mais je veux dire, pourquoi souffrir? Pourquoi, quand on n'arrive plus à manger pendant des mois et des mois, quand on a des organes qui fonctionnent plus, mais ça sert à quoi de laisser la personne souffrir, attendre qu'elle soit dans le coma, ou attendre qu'elle puisse plus parler, qu'elle puisse plus s'exprimer? Pourquoi on ne demande pas aux patients qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que quand le moment sera voulu ou quand vous allez le demander, êtes-vous pour l'euthanasie ou pas? Oui, je suis pour l'euthanasie et je veux l'euthanasie au moment où je n'en peux plus de cette douleur, de ne plus. C'est pas une vie. C'est pas la vie. Enfin, je veux dire, moi, j'ai accompagné mon mari tous les jours. J'étais à son chevet. Il y a plus de vie. Il y a plus de vie non plus pour les aidants. C'est scandaleux de laisser les gens mourir comme ça à petit feu. Moi, j'avais l'impression que mon mari, il avait fait les camps de concentration. Il avait plus qu'il n'avait plus que la peau et les os sur lui. Enfin, c'est horrible de voir quelqu'un comme ça. Je veux dire, personne ne le reconnaissait. C'est horrible. Où est la dignité? Où est le respect? Pourquoi on laisse des gens comme ça souffrir? Moi, ça me fait mal. J'ai encore perdu mon ami Christophe. Tous les jours, il disait « je souffre, je souffre, je souffre ». Il avait 62 ans. Il est mort d'un cancer du péritoine. Oui. Il était condamné, le pauvre. Il était condamné et on allait le voir à l'hôpital. Là, c'est arrivé, là. Il est décédé le 31 janvier 2025. On l'a vu souffrir, le martyr. Il en pouvait plus. Il s'est accroché. Évidemment qu'il veut pas nous quitter, qu'il veut pas quitter sa femme, ses enfants. Évidemment que quand on est malade à ce point-là, on a envie de vivre, évidemment. Mais pourquoi laisser souffrir? Moi, ça me révolte en fait. Pourquoi cette loi ne passe pas? Est-ce que vous croyez pas, Corinne, que vraiment c'est une thèse que je défends, c'est que pour un sujet aussi intime, il faudrait faire un référendum plutôt qu'une loi. C'est-à-dire qu'on fait un texte, on peut demander la mort dans tel cas, et on demande aux gens de s'exprimer. Vous ne trouveriez pas que ce serait une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée. Et moi, je veux savoir, les gens qui sont contre, est-ce qu'ils ont accompagné leurs proches, leurs maris, leurs enfants? Est-ce qu'ils ont accompagné des gens comme moi j'ai accompagné mon mari, comme mon ami Pascal a accompagné son mari Christophe? Est-ce qu'ils l'ont vécu? Il faut le vivre. Moi, je comprends pas. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est évidemment que la mort, ça peut être aussi une délivrance. La mort, ça peut être merveilleux. Moi, j'avais envie de prendre mon mari dans les bras, j'avais envie de mettre plein de bougies, j'avais envie de mettre la musique qu'il aimait, j'avais envie qu'il soit entouré de notre chaleur, de notre amour, de notre tendresse, qu'on puisse être ensemble, là, tous ensemble, comme on l'a accompagné pendant toute la maladie. C'est ça qu'on m'a retiré, c'est ça qu'on m'a volé. On m'a volé ça. Donc, c'est horrible, je veux dire, c'est... Heureusement, il n'était pas tout seul. Il y avait ses parents le jour où il est mort. Mais ses parents, moi je suis restée avec lui jusqu'à 2h du matin. Avec ses parents, on s'était dit qu'on allait se relayer toute la nuit s'il fallait, pendant des jours et des jours. Il fallait se relayer pour pas qu'il soit seul, justement, pour pas qu'il meure tout seul. Donc heureusement, ses parents étaient là. Et après, on m'a appelé pour me dire que fallait vite que je revienne à l'hôpital, mais c'était trop tard. Et moi, j'ai piqué une crise de nerfs parce que on m'avait dit, mais vous inquiétez pas, votre mari rentrera à la maison demain. Vous inquiétez pas, il rentrera demain. Il est décédé dans la nuit. Donc moi, je l'avais dormi à 2h du matin. Il était endormi, il était paisible. On s'était dit plein de belles choses, heureusement. Mais je veux dire, c'est pourquoi les gens. Enfin, moi, je comprends pas quoi. Je suis en colère. Corinne, on comprend votre colère. On vous remercie beaucoup de votre témoignage au micro de Sud Radio. On se retrouve, ça appelle énormément. On se retrouve après une courte pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
vraies voix qu'il faut parler la France et vous réagissez. Vous êtes très nombreux à réagir à ce débat sur la fin de vie, François-Louis Bourneau. Merci pour votre témoignage, pour votre courage surtout. C'est très poignant ce que vous nous dites à l'antenne. Et d'ailleurs, vous pouvez continuer à livrer toutes vos paroles, tous vos témoignages au 0826 300 300. L'antenne est à vous, on vous le rappelle, jusqu'à 20h avec Philippe David. On va reprendre nos chers auditeurs qui sont avec nous. Luc, vous êtes au standard. Bonsoir. Bonsoir Luc. Oui, bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez sûrement écouté tous les témoignages précédents que nous avons eus. Dites-nous tout. Oui, en résumé, pour vous dire que j'ai vécu la mort de ma maman de façon très sereine, d'une façon très sereine. Elle est morte dans nos bras, à ma sœur et à moi. Paisiblement, c'est la bougie qui s'est éteinte, voilà. Et tout ce que je voulais dire, c'était un moment béni pour moi. Oui. Et votre maman est décédée non pas suite à une euthanasie illégale, mais elle est décédée normalement. Non, elle est morte de sa belle mort à 94 ans passés, voilà. D'accord, ok. Et ben voilà, c'est un beau témoignage. Restez avec nous, on a Marie-Jo également qui nous appelle de Rodez. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous voulez réagir également à ce débat poignant? Oui, moi en 82, j'ai ma maman qui avait un cancer du sein et on n'a pas voulu lui faire la chimiothérapie en disant qu'elle avait peu de temps à vivre, 2 mois à vivre, et on lui a fait quand même les rayons. Oui. Et 2 ans après, parce qu'on a vu entre-temps un autre médecin qui a donné des médicaments qui venaient de Suisse, et elle a vécu 2 ans, les solutés, c'était de Verne, et 2 ans très bien. Et puis dans la famille, il y avait une infirmière qui a dit bon, ben elle est en rémission, il faut arrêter. Et c'est là qu'elle a eu un nouveau cancer dû au rayon. Ah oui. L'œsophage brûlé. Oui. Et finalement, elle est restée à la maison et elle s'est éteinte et elle est décédée avec le sourire aux lèvres. Mais c'est vrai que quand on pense à légiférer là-dessus, c'est très délicat parce qu'il peut y avoir des dérives. Bien sûr. Il y a la loi de Leonetti, l'accompagnement et tout, mais mettre fin au jour de quelqu'un, ça c'est... Moi, j'aurais pas pu accepter ça. J'aurais pas pu. Mais... Et quand je vois que justement elle s'est endormie avec le sourire, mon papa, on avait mangé, il a été la revoir et puis il a dit elle est partie et on l'a vue avec le sourire. Aux lèvres, elle est restée figée avec le sourire aux lèvres. Alors, l'euthanasie, moi je peux pas. Je pourrais jamais. Mon papa qui... Mais est-ce que vous comprenez que certaines personnes voudraient en bénéficier et qu'on puisse faire une loi à ce sujet? Là, c'est bon. Si les gens le veulent, c'est une chose. Je vais vous prendre un exemple parce que ce soir, on n'a parlé que de cas de cancer qui est évidemment un fléau. Mais je prends un exemple. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Scaphandre et le Papillon qui avait été adapté au cinéma. C'est Jean-Dominique Bobby qui était rédacteur en chef d'un grand magazine qui a fait ce qu'on appelle un AVC massif et qui était dans un lit à juste pouvoir cligner un œil. Il a dicté son livre en clignant un œil. Quelqu'un lui disait E, A, B, et comme ça, il dictait son livre. Ouais. Et moi, ce livre m'a bouleversé à tel point que j'ai vu le film qui m'a bouleversé aussi. Et personnellement, je voudrais pas vivre comme ça. Je le dis franchement. Hein. Est-ce que vous comprenez pas qu'on puisse faire une loi où les gens diraient moi, si j'ai ce type de pathologie, faites-moi partir. Oui, mais il faudrait que ce soit bien explicite parce que... Bien sûr, ça va de soi. Comme je dis, j'aurais peur des dérives. Et il y avait un jeune garçon qui témoignait, je ne sais plus quelle maladie il avait, et il se paralysait petit à petit. Il a dit bientôt j'aurai plus la parole, mais je ne veux pas qu'on mette fin à mes jours. C'était poignant, il était déjà sur un chariot et c'était sur CNews, je crois, et j'en ai pleuré. Et il disait je veux vivre jusqu'au bout, même si je pars plus.
Mais ça, après, c'est un choix individuel. Évidemment, on ne va pas euthanasier les gens parce qu'en disant, oui, bon, les soins médicaux, c'est cher, donc on va les faire partir. Ça, ce serait purement hors de question. Ce serait sur la base d'un choix volontaire de la personne qui ferait ses recommandations avant ou si elle peut pendant sa maladie, évidemment, hein, si elle a toute sa tête. Ce serait évidemment hyper encadré. Hein. Oui, mais moi je me méfie de l'hyper encadré parce que il y a des lois comme ça. Au Canada, j'ai entendu récemment des témoignages. C'était au Canada, en Belgique, en Suisse, où il y a des dérives. Une jeune fille de 15 ans qui est Mademoiselle Sapo qui demande d'être euthanasiée, mais c'est pas terrible pour les parents. Mais elle peut changer d'avis. C'est non-retour. Marie-Jo, je suis entièrement d'accord que là, par exemple, pour les gens qui ont une dépression, qui demandent à être euthanasiés, c'est insupportable. Parce que dans ce cas-là, on fait des soins psy, mais on ne fait pas une euthanasie pour ça. Ça, on est entièrement d'accord. Marie-Jo, restez avec nous, François Louis. Je voulais faire réagir Marion. Marion, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Vous avez sûrement plein de bons conseils. Tout à l'heure, on a pu entendre votre positivité et votre sourire à l'antenne. J'ai une question. Comment vous contacter surtout pour que vous puissiez donner de bons conseils et surtout essayer de faire garder l'espoir à toutes ces personnes qui ont témoigné ? Des associations de soins palliatifs, il y en a dans tous les départements. Ça s'appelle souvent ART ou Être là, ou Jalmal, c'est jusqu'à la mort, accompagner la vie. Il y a pas mal de choses qui existent. Vous cherchez association soins palliatifs. Et puis les médecins, les soignants peuvent orienter aussi. Les médecins généralistes nous connaissent en général. Et c'est eux qui orientent la plupart des personnes parce qu'on accompagne surtout des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui voudrait les accompagner jusqu'au bout. Parce qu'on oublie aussi que dans cette loi sont concernés aussi plein de gens qui n'auront pas de proches pour dire ce qu'ils voulaient et tout ça, et qui coûtent à la société. Et donc c'est bien le risque, hein, il est sérieux ce risque dont parlent certains. Bien sûr. Parce que mais ça, personne ne le nie. Il y en a plein qui n'auront pas la parole. Voilà. Mais Marion, je vous dis bravo pour ce que vous faites, hein, parce que c'est très courageux. Bravo. Est-ce que on souffre dans le Tarn-et-Garonne d'un nombre de places insuffisantes dans les unités de soins palliatifs ou pas ? Ah oui, nous on n'a pas d'unité de soins palliatifs. Ah, vous n'en avez pas dans le Tarn-et-Garonne ? Non, on n'en a pas. Donc il faut aller à Toulouse. On a un projet pour 2026, mais pas encore. Et donc nous, c'est des équipes mobiles qui se déplacent dans les services. D'accord. Ou à domicile. Voilà, mais c'est encore pauvre. Il y a une nouvelle équipe mobile qui doit se monter cette année, mais ça reste pauvre. Mais n'empêche que des médecins de ville, des infirmières à domicile, tout ça peuvent contribuer aux soins palliatifs. C'est très loin de la qualité qu'on a dans un service ou dans une unité de soins palliatifs. Voilà, il y a des choses. Et en effet, hein, j'entends les témoignages et tout peut être... il y a des fins de vie douloureuses et c'est vrai, on ne le nie pas du tout. Mais on voudrait pouvoir répondre en étant là, en faisant des lois pour qu'il y ait des médecins de la douleur dans tous les départements, si c'est une spécialité qui est encore très pauvre. Bien sûr. Et c'est ça qu'on attend comme loi, c'est d'avoir d'autres alternatives à la souffrance ou la mort. Vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous de vos très très nombreux témoignages. Vous avez été très très nombreux à réagir au 0826 300 300. On en reparlera bien évidemment en fonction de l'évolution de la proposition de loi. Je crois que c'est une proposition de loi et pas un projet de loi. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux de façon à réagir, à nous entendre et à prendre la parole au 0826 300 300. Donc tous les soirs jusqu'au jeudi, on est là avec Philippe de 19h à 20h pour vous écouter. Donc n'hésitez pas. Et puis dans quelques minutes, ce sera Magali Berda qui sera là avec ce sujet, Affaire Camélia. Comment rendre les établissements scolaires plus sûrs? Elle aura donc deux invités comme à son habitude avec Anne Jeuneté, députée EPR des Français de l'étranger, ancienne ministre de l'Éducation nationale, et puis Vincent Ramonet, créateur de contenu. Merci à vous. Nous on se retrouve demain avec vous, François Louis, de 19h à 20h, et avec Cécile de Ménibus et les Vraies Voix dès 17h. À demain. À demain.